Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle enquête criminelle. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo. J'ai pas eu le temps de tourner, j'ai pas eu le temps de monter. Donc j'espère que celle-là je vais la faire rapidement pour pouvoir la monter rapidement et pour pouvoir vous la poster rapidement. Parce que ça me manque un peu mais malheureusement j'ai pas trop le temps ces derniers temps. Voilà, pour faire simple. Et j'espère que le début de 2021 va me donner plus de temps pour pouvoir travailler plus sur mes vidéos. Bref, cette vidéo est consacrée au tueur en série surnommé le tueur à la baignoire. Vous allez comprendre pourquoi à la suite de la vidéo, parce que je vais pas vous spoiler tout de suite quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, il y a une victime qui va préméditer, entre guillemets, le fait qu'elle va être la future victime d'un tueur en série près de chez elle, du tueur de la baignoire. Et je trouve ça super intéressant parce que vraiment, du coup, dans son histoire, c'est pas juste en mode, elle va se sentir en danger parce que voilà, c'est une femme. Déjà, dans la société, tu te sens en danger quand t'es une femme. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Là, pour le coup, t'es un tueur en série près de chez toi et tout naturellement, enfin, j'imagine parce que j'ai jamais vécu près d'un tueur en série. Mais j'imagine que voilà, c'est normal que tu te sentes en danger. Tu te dises, putain, je peux être la prochaine parce que le mec, il s'attaque qu'à des meufs. Je suis une proie possible, quoi, pour lui. Et pour le coup, là, c'est pas juste elle a peur, juste elle se sent en danger, juste elle suppose qu'elle peut être la prochaine victime. C'est là, la meuf, elle va vraiment avoir un vrai sentiment, comme une préméditation, genre. Et je vous rassure, on va pas du tout dans le paranormal dans cette histoire, mais c'est vraiment le fait de ressentir cette sensation en mode je sens le mec, il est là, genre. Je sens que je vais être la prochaine. Et je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça que je me suis dit, faut que je fasse cette histoire. Faut que je la raconte. J'espère que je vous la raconterai bien et qu'elle sera intéressante à écouter. Bref, on va arrêter de parler, on va commencer tout de suite à vous raconter cette histoire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, l'histoire va commencer en 1996, au Texas, aux États-Unis bien évidemment, à Arlington, lorsque Tanku va en fait ne plus avoir de nouvelles de sa petite amie. Il va l'appeler, pas de réponse, il va l'appeler plusieurs fois, toujours pas de réponse. Il va aller chez elle, sa porte elle est fermée à clé. Bizarre, il comprend pas. Il va tenter une fois d'ouvrir, fermée à clé, tu peux pas. Deuxième fois et troisième fois, il va forcer et il va réussir à ouvrir la porte et il va rentrer dans l'appartement et il va découvrir le corps de Christine Wu, sa petite amie, morte, nue, face contre terre, ligotée dans sa baignoire. Et là, vous comprenez le nom du tueur, le tueur à la baignoire. Vous comprenez mieux pourquoi il s'appelle comme ça. Les policiers vont venir et vont découvrir le corps de Christine Wu et vont, du coup, très logiquement, ce qui se passe à chaque fois, suspecter son petit ami. En plus, c'est lui qui découvre le corps. Donc voilà, c'est logique, tu suspectes le petit ami, c'est le b.a.-ba du policier, de l'enquêteur, voilà. Et le truc, c'est qu'ils vont rapidement abandonner cette piste parce qu'ils vont comprendre que le petit ami, déjà, il n'avait pas de raison de la tuer. Et surtout, il a un alibi, il n'y a pas de raison pour qu'il tue. Et surtout, il y a des traces d'empreintes sur la porte de la victime qui n'appartiennent pas à son petit ami et surtout l'ADN trouvé sur la victime qui n'appartient pas à Tanku. Donc, la police, contente d'avoir trouvé des traces ADN d'un possible suspect, même du fort probable suspect, va comparer avec les fichiers d'ADN qu'ils ont dans leur stock. Malheureusement, en fait, l'ADN qu'ils vont trouver sur la scène de crime qui va appartenir au tueur, ils ne l'ont pas dans leur fichier. Donc la police, bien évidemment, va continuer à essayer d'enquêter, mais ça va pas trop avancer. Et 3 mois plus tard, la veille de Noël, toujours en 1996, la police va faire face au deuxième meurtre du tueur à la baignoire. C'est super ridicule comme prénom. Je suis en train de m'en rendre compte parce que quand moi je faisais des recherches, je faisais en mode waouh, trop stylé, tueur en baignoire, mais là quand je le dis face à la caméra, c'est super gênant. Wendy Prescott ne va pas se présenter au voyage prévu avec son oncle et sa tante et ils vont commencer à s'inquiéter. Tout son entourage va s'inquiéter et ils vont donc décider d'aller chez elle et de forcer la porte pour voir où elle est. C'est alors qu'elle sera retrouvée d'une manière similaire à Christine Wu dans sa baignoire face contre terre, nue et ligotée. Et cette fois-ci, le tueur a encore laissé son ADN sur la scène de crime. C'est quand même super débile de laisser son ADN après avoir commis un meurtre comme ça. Mais bon bref, tant mieux pour nous. Enfin tant mieux pour nous, tant mieux pour la police et tant mieux pour la famille des victimes. Qui sont aussi cons. Mais il a laissé son ADN encore. Et c'est même pas que son ADN, c'est son ADN plus ses empreintes digitales. Donc la police comprend qu'ils ont affaire à un tueur en série, que c'est le même tueur que Christine Wu. Et ça commence à être la merde, parce que là, du coup, en face d'eux, ils n'ont pas juste un tueur
qui a commis un meurtre sans faire exprès, bon, c'est pas sans faire exprès, mais t'as compris, en mode c'est juste une fois. Non, là, le mec, il le refait. Et c'est là que la police, elle va comprendre qu'elle est face à un tueur en série. Et vu la brutalité des crimes, en fait, la police va suggérer que ce n'est pas les premiers crimes de ce tueur. Que ce tueur, il est expérimenté, ou du moins, en tout cas, il a déjà commis d'autres crimes. Sauf qu'ils vont très souvent rechercher l'ADN de ce tueur dans leur fichier d'ADN. Et pas que dans celle de la police, mais dans celle du FBI. Et toujours rien. Et il faut savoir que ces deux victimes, elles habitaient dans le même complexe de bâtiments. La police va essayer de chercher un moyen de relier ces deux femmes, hormis le fait qu'elles habitent dans le même complexe de bâtiments, et ils vont rien trouver. C'est pas des femmes qui fréquentent les mêmes personnes, et l'affaire va pas trop avancer, malheureusement. Et là, on va passer à Adrienne Fields, celle qui va ressentir, celle qui va préméditer, qu'avec la future victime de ce tueur en série, le tueur à la baignoire. Adrienne Fields, c'est qui? C'est une jeune femme qui a déménagé quelques mois avant, toute seule, dans son propre appartement. Et en fait, elle habite à 10 minutes de ces bâtiments, de cet endroit où ces deux femmes sont mortes. Mais c'est pas la même ville, mais elle habite vraiment du coup tout proche, vraiment à une dizaine de minutes. Voilà, c'est une jeune femme qui sort, qui vit sa vie pleinement. Et au début, voilà, il n'y a pas un très gros impact sur sa vie. Elle s'inquiète juste, normal, comme j'ai dit, voilà, t'as un tueur en série pas loin. Mais en fait, son inquiétude face à ce tueur va augmenter très rapidement. Et en fait, elle va même dire qu'un jour, lorsqu'elle a vu à la télé, ces deux meurtres, en fait, elle a eu ce sentiment, elle a limite entendu cette voix, enfin, c'est très imagé quand elle le dit, mais en fait, c'est limite si elle n'a pas entendu une voix qui lui a dit « tu es la prochaine ». Et comme j'ai dit, voilà, c'est une façon de parler quand on dit elle a entendu une voix qui lui dit « t'es la prochaine », c'est elle n'a pas vraiment entendu cette voix « tu es la prochaine », mais elle a ressenti ce truc de en mode « t'es la prochaine ». Meuf, genre, je rigole, c'est vraiment pas marrant, mais en mode il va s'attaquer à toi. Et là, elle va se sentir de plus en plus mal, jusqu'à elle va appeler sa grande sœur, elle va lui dire « s'il te plaît, viens dormir chez moi ». Elle va commencer à réduire ses sorties, elle va de moins en moins sortir jusqu'à pratiquement ne plus sortir. Elle se sent très mal, elle se sent épiée. Par exemple, plusieurs fois, il lui est arrivé que quand elle rentrait chez elle en voiture, elle sentait cette sensation qu'une voiture la suivait. Et elle voyait cette voiture la suivait. Et parfois, elle dit même, une fois, je prenais des chemins différents pour essayer de l'esquiver, jusqu'à elle rouler vite, les feux, elle essayait de les passer rapidement pour que cette voiture ne la suive plus. Et elle disait que, voilà, t'as des gens, parfois, ils prennent la même route que toi, mais cette voiture, c'était vraiment trop bizarre. Et voilà, c'est ce genre de sentiments qui vont la faire paniquer de plus en plus et qui vont faire monter la tension psychologique chez elle. Et elle va vraiment se sentir en danger face à ce tueur, et même pas que face à ce tueur, c'est vraiment se sentir en danger tout court. Et une fois, elle raconte même que qu'elle rentrait de chez elle après son travail et qu'elle a l'habitude de regarder sa boîte aux lettres. Et en fait, sa boîte aux lettres, faut qu'elle monte et c'est pas dans une réaction, mais en mode faut qu'elle s'arrête devant sa boîte aux lettres et elle va s'arrêter et en fait à ce moment-là, elle va se sentir observée et elle va entendre un bruit et elle va regarder, elle va voir personne, mais en fait, elle a tellement ce sentiment de « il y a quelqu'un, j'ai entendu un bruit, genre quelqu'un m'observe là, il me suit ». Elle va en fait, elle va laisser tomber la boîte aux lettres, elle va pas la regarder, elle va courir chez elle. Parce que du coup, c'est entre chez elle et la remontée du parking. Elle rentrait chez elle, elle s'est enfermée. Et c'est là que tu te dis « waouh ». C'est vraiment, tu as ce sentiment horrible d'être épié et c'est... Je souhaite à personne parce que du coup, ça a eu un fort impact dans sa vie. Parce que du coup, comme j'ai dit, elle ne sortait plus. Elle demandait à sa sœur de venir dormir chez elle parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Et même en voiture, elle se sentait épiée. Et c'était ça tous les jours, tout le temps. Parallèlement, la police continue à enquêter sur ces deux meurtres. Mais voilà, elle va pas avancer clairement. Elle va patauger, elle va tout ce que vous voulez, n'importe quelle expression que vous voulez. Mais la police ne va pas avancer. On se retrouve fin mai 1997, Adrienne en a marre. Elle ne se sent plus en sécurité, voilà, je vous ai dit tous les problèmes qu'elle ressentait. Et encore, j'ai beau le dire, son ressenti personnel il doit être tellement plus fort et tellement horrible, elle décide de déménager. C'est une décision qui peut paraître extrême sur le coup, mais voilà, sa sécurité et sa santé mentale, ça n'a pas de prix. S'il faut déménager pour mieux se sentir, il faut déménager. Si tu as les moyens, bien évidemment.
Adriane va déménager et une fois déménagée, elle va reprendre le goût de la vie petit à petit. Mais elle va mieux se sentir et elle va plus avoir cette sensation d'être suivie, d'être épiée. Et ça, du coup, c'est bien parce que, comme j'ai dit, elle va reprendre sa vie, elle va ressortir, elle va revoir ses amis. Enfin, elle les voyait déjà, mais elle les voyait plus en sortant. Elle va reprendre sa vie normale, petit à petit. Et voilà, on peut se dire que cette histoire se termine ici. Voilà, Adrienne a réussi à trouver une vie normale, mais non, malheureusement non. Parce que un soir, lorsqu'elle sort du travail, qu'elle rentre chez elle, elle va revoir cette voiture. Elle va reprendre cette sensation de cette voiture la suit. Et là, Adriane recommence à tomber dans c'est pas la dépression, mais c'est pas une paranoïa non plus, c'est un peu des deux. Mais elle va retomber dans le même schéma qu'elle était avant de déménager. Et elle va recommencer à se sentir épiée, à se surveiller. Elle va rappeler sa sœur pour que sa sœur vienne dormir chez elle. Et voilà, le cercle infernal de la paranoïa. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la paranoïa. Mais elle va recommencer à très mal se sentir et à se dire le mec me suit, il y a un mec qui me suit, je suis en danger encore une fois. Et elle va le dire elle-même, elle dit je ne suis pas folle, cette voiture me suit à la trace. Elle va appeler sa grande sœur qui va venir dormir du coup dans son nouvel appartement et voilà, les semaines passent et il se passe rien. Et déjà que Adriane a une pression psychologique du coup d'elle-même à cause de ce sentiment d'être épiée forte, elle va aussi malheureusement propager cette pression autour d'elle. Du coup, ses proches, sur le coup, ils sont là en mode chill, genre, non, vas-y. Ils essayent de la soutenir, mais malheureusement, en fait, son inquiétude, elle est un peu insensée. Enfin, sur le coup, même elle-même le dit, elle le dit, ouais, sur le coup, il n'y avait rien qui prouvait de telles choses, mais c'est pas quelque chose de rationnel, cette peur. Voilà, c'est une peur irrationnelle, mais voilà, elle a ce sentiment et elle ne peut pas le contrôler. Et malheureusement, c'est une sensation qui va s'avérer être vraie. En tout cas, du côté du tueur, à Arlington, il va repasser à l'acte. Shima Benson, qui est une jeune étudiante, jeune adolescente, qui va aller dormir dans sa maison de sororité. Dans sa maison de sororité. Wow. Dans sa maison de sororité, aka, grave délire à l'américaine, elle va se réveiller avec un homme au-dessus d'elle. Et malheureusement, pour elle, ça va être le tueur à la baignoire. Et en fait, il va la violer et il va vouloir en fait terminer avec une fellation. Et là où Shima Benson a été très forte, c'est du coup qu'en fait, elle a eu l'idée, malheureusement, de se soumettre parce que c'est pas comme si elle avait le choix. Et en fait, elle va le mordre. Et elle va le mordre tellement fort, malheureusement, il va s'acharner un peu sur elle à la suite de ça. Mais en fait, avec tout le bruit qu'il va faire et qu'elle va faire, en fait, il va être obligé de s'échapper. Mais apparemment, voilà, il se serait acharné sur elle au moins pendant 2 heures. C'est horrible. Et elle va être retrouvée sur le sol de sa chambre, dans l'incapacité de bouger, mais elle va être retrouvée vivante. Et du coup, la police va enquêter sur l'affaire et va remarquer, et va comparer l'ADN, et va comprendre qu'il s'agit du même homme, du même tueur, mais que cette fois-ci, il n'a pas tué sa victime. Ils vont réussir à avoir un portrait du tueur. Malheureusement, il avait un collant sur la tête, du coup, elle n'a rien vu, mais ils peuvent avoir du coup à peu près son âge, qui est de la vingtaine ou trentaine, début trentaine. C'est un Afro-Américain, et sa taille et sa corpulence. Et la police va remarquer une diminution anormale de ses violences envers ses victimes. Parce que normalement, un tueur, surtout un tueur en série, en fait, voilà, plus les victimes passent et plus il va devenir plus violent. Et là, du coup, c'est le contraire. Voilà, normalement, il est tué et là, il la tue pas. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est un truc que les policiers n'arrivent pas trop à comprendre. C'est quelque chose de très inhabituel chez les tueurs en série. Lui, en fait, il va passer de tueur en série en herbe à, en fait, un violeur en série. Parallèlement à ça, Adriane va décider de lâcher, en fait, un peu la pression et va décider de se reprendre en main et de se forcer à avoir une vie normale, de se forcer, par exemple, à ne pas appeler sa grande sœur pour qu'elle vienne dormir chez elle parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et elle va même décider de faire une liste de résolutions pour, en fait, arrêter de vivre sous la peur et de retrouver une vie normale. Puis un soir, malheureusement, voilà, c'est la nuit, elle dort, elle va être réveillée à cause de quelques bruits, comme si quelqu'un voulait rentrer chez elle. Et elle va se réveiller et elle va voir un homme arriver devant elle
qui est chez elle, voilà, qui est rentré chez elle illégalement, et elle va comprendre, voilà, que ses craintes, malheureusement, étaient vraies. Et qu'en fait, le tueur se retrouve en face d'elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont avoir des dialogues, pour le moment un peu surprenants. Enfin, tu dis, le mec, il est là, voilà, à part insulter et raconter de la merde, il va pas trop parler. Et en fait, à un moment, par exemple, elle regardait vers la fenêtre, voilà, avec le regard, genre vraiment en mode le regard tout droit, et elle va lui dire, qu'est-ce que tu regardes? Et elle va lui dire, oh, je crois que j'ai vu quelqu'un se rapprocher. Bien évidemment, c'était une tentative pour lui essayer de lui faire peur, pour qu'il parte et tout. Et là, il va lui répondre quoi? Il va lui dire, non, il n'y a personne, tu peux crier tant que tu veux, personne va t'entendre. Et bien évidemment, il a une arme avec lui, pour la forcer à ne pas crier. Et en fait, malheureusement, Adrian va décider du coup de l'obéir et de faire en fait ce qu'il va demander à contre-cœur pour tenter de vivre. Et quand il lui répond, personne ne va venir crier pour toi, à un moment, il va dire Adrian, il va lui dire son prénom. Et là, Adrian, en fait, elle va être limite classée, elle va être là en mode, en fait, le mec connaît mon prénom. En fait, le mec connaît mon prénom, il sait où j'habite, il sait très bien qu'il n'y a personne qui va venir, il sait très bien où j'habite. Et en fait, le mec, toute cette sensation que j'ai eue pendant des mois et même des années, ça, c'est sur 1 an et demi, même 2 ans, je crois. Enfin, tu te dis, en fait, toutes ces peurs, elles étaient justifiées, que c'était pas faux. Qu'en fait, cette sensation, quelqu'un tes pieds, c'est vrai, parce que le mec, là, il te sort ton prénom, il te sort... Il sait très bien qu'en fait, il n'y a personne qui va venir chez toi à ce moment-là. Il va même lui raconter que c'est le diable qui lui dicte ce qu'il fait. Et chose un peu surprenante, j'ai pas trop bien compris, mais enfin, si j'ai compris, mais je me dis, genre, c'est tellement... que... Genre, est-ce que c'est vraiment passé comme ça? Mais, en gros, à un moment, elle lui dit, genre, je te laisserai 10 minutes, si tu veux, avant d'appeler la police. Comme ça, en gros, t'as le temps de partir, quoi. Et à la fin... parce que du coup il va la violer pendant un bon moment malheureusement. À la fin, quand il va décider de partir, il va se retourner et il va lui dire 10 minutes en mode tu vas vraiment attendre 10 minutes avant d'appeler la police? Elle lui dit oui et le mec il part. Bien évidemment pétrifié et encore sous le choc, dès qu'il part, elle va fermer la porte en clé, elle va se sécuriser et elle va directement appeler la police. Imagine pas le courage, le niveau de courage qu'il lui a fallu. Et malheureusement après ce viol qu'elle a subi, Adrian va très mal vivre sa vie d'après et elle va rester chez elle, elle va réhabiter chez ses parents et elle va rester pendant des mois chez ses parents sans sortir. Voilà, c'est sa manière de vivre ce traumatisme, mais grâce à sa grande sœur, grâce à sa famille, grâce à ses amis, elle va petit à petit, mais vraiment très petit à petit, comme je dis, pendant des mois, elle va rester enfermée chez ses parents. Un jour, convaincue par ses amis, elle va décider de sortir et ils vont décider de partir dans une boîte dans laquelle elle avait l'habitude de partir. Elle va rentrer, elle va être avec des amis et tout. Parce que là, à un moment, dès le début de la soirée quoi, elle va dire stop. Elle va dire à ses amis, il est là. Elle dit, le type qui m'a violé, il est là, je le sens. Je peux pas vous expliquer, mais je sais qu'il est là. Et bien évidemment, tu étais là en mode tu regardes et tout. Elle le voit pas, mais elle sait qu'il est là, elle le sent. Elle dit stop et du coup elle part. Et elle va retrouver ce quotidien de solitude chez ses parents parce que du coup son traumatisme il n'est pas terminé, ça part pas en un claquement de doigts, c'est très compliqué. Et c'est comme si en fait il lui avait, en plus de l'avoir violé, d'avoir des répercussions psychologiques et horribles, c'est comme s'il lui avait volé en fait sa vie et ça va durer encore un moment. Et plus de 10 mois après son agression, la police va enfin avoir une piste. Et c'est la piste qu'il fallait trouver. Parce que comme je vous l'ai dit, elle compare très souvent les ADN qu'ils n'ont pas encore trouvés aux fichiers d'ADN qu'ils ont. Parce que du coup, les fichiers d'ADN qu'ils ont, ils se renouvellent très souvent. Là, en fait, le FBI va trouver une correspondance avec l'ADN retrouvé dans les 2 victimes mortes et dans les 2 victimes de viol. Et il va correspondre à un certain Dave Dale Shenett. Il habitait à Arlington, dans la même ville que les victimes. Et lorsque la police va l'interroger, il va refuser de coopérer, mais c'est pas suffisant pour la police parce que la police a l'autorisation de récupérer son ADN et ils vont comparer et bien évidemment, il va correspondre à l'ADN retrouvé sur les lieux du crime. Et lorsque la police va fouiller la vie de cet homme, ils vont découvrir qu'il avait en fait un lien avec tous les lieux du crime.
Parce qu'en fait, dans le complexe de bâtiment, chez les 2 premières victimes mortes, en fait, son ex-femme habitait là-bas. Donc, en fait, il avait l'autorisation d'aller dans ces bâtiments. Et en fait, il travaillait dans la boîte des 2 autres victimes. Le mec, c'était le vigile. Et qu'en fait, quand il vérifiait la carte d'identité, en fait, il avait juste à se retenir le nom et l'adresse de la victime qu'il voulait. Et bam, c'est fait. Et en plus, ce qui est waouh, tu te dis, c'est que le jour où Adrian est retourné avec ses amis en boîte, là, et qu'elle a eu cette sensation en mode, il est là, le mec qui m'a violé, il est là. Il était vraiment là ce jour-là. Il travaillait ce jour-là. Et Adrian a eu cette sensation-là. C'est comme je vous le dis, c'est ça que je vous dis, c'est un truc que tu peux pas trop expliquer. C'est pas du paranormal, mais c'est un truc genre, tu dis waouh. Genre, t'as vraiment ce truc-là, genre, c'est super intéressant. Là, le contexte, il est pas trop intéressant, mais... Enfin, il est pas intéressant. Il est horrible. Mais c'est vraiment genre... Tu te dis, waouh, genre la meuf, elle avait vraiment cette sensation-là et c'est justifié. Parce que sur le coup, tu peux te dire, non, c'est juste à cause de son traumatisme, à cause du viol qu'elle a eu, bah, elle se sent pas bien et elle a cette sensation-là. Sauf qu'en fait, c'est une sensation justifiée. Et tant que t'as pas le truc pour te dire, oui, c'est vrai, tu vas remettre en doute ce sentiment que t'as. Il fallait pas, là. Et en plus, c'était la boîte où elle s'était rendue juste avant son viol. En plus de retrouver l'ADN qui correspond, la police va aussi découvrir la cicatrice qu'il a sur le pénis qui correspond à la morsure que Shima Benson lui a fait lors de son viol. Un jury va le reconnaître coupable du meurtre au premier degré et va le condamner à mort. Il sera exécuté le 9 février 2009. Du coup, il est mort. Et Adrian Fields, d'ailleurs, a parlé sur son exécution et a dit que, ironie du sort, en fait, il a été exécuté le jour de son anniversaire, qu'elle a mis du temps à refaire une vie, mais qu'elle a réussi. Oui, et d'ailleurs, pendant le procès, il y a eu d'autres victimes. Et comme la police s'en doutait, c'est qu'il y a eu d'autres victimes. Il a eu d'autres victimes. Et c'est là que je me dis, putain, mais quel... Bref, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je la trouve super intéressante. N'hésitez pas à faire des recherches sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé, à commenter si vous avez un truc à rajouter ou un truc à dire. Et surtout, à me suivre pour de nouvelles vidéos. Et on se dit à très bientôt. Je sais pas si ce sera vraiment à très bientôt. Mais on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!